Voilà, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Gérard Magnat. Je vois dans la liste qui est là, il y a pas mal de gens qui me connaissent déjà, donc je ne vais pas faire ma biographie complète aujourd'hui. Donc, je suis actuellement le président de la coopérative donc Jura Skik, hein, Skik comme société coopérative d'intérêt collectif, née dans le Jura et donc Jura Skik, hein. Moi, je me suis toujours intéressé aux questions énergétiques, hein. J'avais déjà fait un bac électrotechnique, hein. Après, j'ai fait les sciences économiques et sociales. J'étais prof de sciences éco. Et du coup, les questions énergétiques étaient aussi assez importantes pour moi. Enfin, j'ai consacré beaucoup d'intérêt, si bien que je me suis retrouvé en 1985, donc ça fait déjà un certain temps, nommé délégué régional de ce qui est l'ADEME aujourd'hui, qui s'appelait avant Agence française sur la maîtrise de l'énergie. Sa délégation régionale a été créée en 1985 et j'en ai été le premier délégué. Ensuite, pour la Franche-Comté. Ensuite, j'ai contribué à créer le réseau de villes qui s'appelle Energy Cities, donc qui est aussi dans l'organisation aujourd'hui, hein, avec Christiane qui fait l'animation. Le réseau Energy Cities, c'était au départ 6 villes qui ont décidé de faire quelque chose, et maintenant il y a un millier de villes, une trentaine de pays, et c'est le réseau qui notamment coordonne en Europe et même aussi un peu au-delà, en tout cas au niveau largement continent européen, les villes, les maires qui sont engagés dans les objectifs énergétiques et climatiques de l'Union européenne. Son siège est à Besançon et un bureau à Bruxelles. Donc j'ai fait ça, on peut dire, depuis les années 90, quand cette association a été créée, ben, jusqu'en 2014, quand je suis parti en retraite. Et ensuite, j'ai fait un petit stage de presque 2 ans comme administrateur du groupe EDF, et donc j'ai démissionné. Donc voilà, et puis du coup, après, j'ai accepté de présider Jurassic quand il y a eu la création en septembre 2016. Voilà. Alors, un petit quiz pour commencer. Un petit échauffement. Allez, tu peux avancer. Christiane, tu peux avancer à la page suivante. Parce que là, on s'échauffe pas encore beaucoup. Voilà. Nous avons eu un mois d'avril ensoleillé. Alors, quelle est la part d'électricité qui a été fournie par le solaire en France et au Royaume-Uni? Donc, bah, vous réfléchissez comme ça, vous pensez plutôt le A, le B, le C, etc. Hein, qui a les pourcentages qui correspondent au pourcentage d'électricité d'origine solaire, hein, dans ces deux pays, pour le mois d'avril en totalité. Donc, prenez un petit peu le temps de réfléchir avant que on vous livre la réponse. Ça y est, c'est bon, on va y aller à la suivante. Donc, la réponse, eh bien, c'est que la France a eu 4,3% de son électricité par le solaire et le Royaume-Uni 8,5%. Donc, c'est quasiment le double. Et pour compléter, avant-hier, le solaire a fourni pendant une partie de la journée 24% de l'électricité au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, hein, qu'a priori on ne désigne pas comme le pays le plus ensoleillé, comme quoi la question de l'énergie solaire est en partie, et même parfois en large partie, déconnectée de la partie géographique. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est totalement, bien entendu, mais disons qu'on peut faire pas mal de solaire dans des pays qui sont beaucoup moins ensoleillés que nous, réputés beaucoup moins ensoleillés que nous. Donc c'est des questions plutôt de politique énergétique que des questions de soleil. Voilà. Ensuite, le second quiz, voilà, on entend souvent dire l'éolien, ça consomme un béton fou. Alors, pour essayer de se rendre compte, parce que ça fait toujours des grosses masses avec beaucoup de zéros, essayer de réduire ça à combien ça représente de brouettes de béton par foyer desservi en électricité par cette éolienne, donc une seule, pendant 20 ans.
hein, parce que c'est intéressant de voir ce qui est utilisé comme matériau en général par rapport au service qui a rendu. Alors, est-ce que c'est plutôt 47 brouettes, 21 brouettes ou 6 brouettes? Un petit temps de réflexion. Vous n'avez pas le temps de faire la gâche, je vous préviens. Voilà. Et on va passer à la réponse. Et la réponse est 6 brouettes. Hein. Donc 6 brouettes, voilà, ça fait, compte tenu que par exemple pour bétonner le fond d'un garage, il en faut une vingtaine, ça représente ça pour une durée de 20 ans. Et donc comme ça fournit l'électricité pour 2000 foyers, eh ben, ça vous donne le nombre de brouettes. Voilà, au total. Pour Continuons. amener une précision, Oui, les brouettes en question, c'est pour les fondations, oui, pour les fondations, exact. parce que les mâts sont en béton quand même. Exact. Donc il faudrait effectivement rajouter, ça c'est uniquement pour les fondations. Hein, c'est vrai. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai mis une photo de fondation. Hein, voilà. Après, on peut, mais disons que c'est la fondation qui est de loin le plus important. Éventuellement, Jean-Louis Dufour vous en dira plus tard. Hein. Mais admettons que ça passe à 12 brouettes, ça ferait toujours une bonne moitié de ce qu'il faut dans un garage pour mettre pour, euh, pour le revêtir la dalle de béton. Voilà, voilà, on continue. Oui. Une éolienne, ça coûte cher, mais c'est combien? Donc, combien ça coûte une éolienne, tout compris? Alors, tout compris, hein, ça va depuis toutes les études de développement jusqu'au raccordement électrique, au chemin d'accès, et puis bien sûr au mât et à l'éolienne. Hein, bien entendu, c'est comme ça. Donc, voilà, est-ce que c'est plutôt de 2,5 à 3 millions, de 3,5 à 4, de 4,5 à 5? Eh bien, une petite minute de réflexion, et ensuite on passe au suivant, et on passe à la réponse. La réponse, c'est plutôt aux alentours de 4,5 à 5 millions. Ça peut être des fois un petit peu moins, ça peut être des fois un petit peu plus, mais globalement, c'est ça les ordres de grandeur. Et souvent, il ne faut pas parce que il faut pas confondre uniquement hein, la machine avec tous les opérations et les travaux qui sont nécessaires autour. On considère par exemple qu'environ 20% du coût d'investissement, c'est du génie civil et travaux publics. Hein. Et pour ça, les besoins en fonds propres, ben, c'est si on peut avoir un prêt sur 85 ou 80%, ben, les fonds propres, c'est entre 0,7 et 1 million d'euros. C'est ce qui s'est passé pour Chamol. Voilà. Suite. Alors maintenant, comme le titre, hein, c'était du parc éolien de Chamol vers de nouveaux projets, donc on a essayé de reprendre un petit peu cet historique, mais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc, j'insiste sur le fait que c'est une aventure énergétique, mais disons que c'est plutôt au bordel du point de vue énergétique, parce que on connaît globalement la physique nous donne les éléments essentiels, ainsi que la vitesse du vent, mais l'aventure humaine, ça, elle est à créer à chaque fois. Et c'est un maire engagé, donc ben Jean-Louis Dufour, qui a passé la main, mais qui est présent avec son successeur dans cette session. Là. C'est un développeur coopératif, donc un développeur, c'est-à-dire c'est la structure qui fait les études de développement, c'est-à-dire entre partir de zéro jusqu'à ce qu'un projet devienne prêt à construire, on va dire comme ça. Des citoyens qui se sont organisés en association. Il y en a plusieurs qui sont ici dans cette session, au travers de l'association Vent du Grimont. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est les citoyens localement qui se sont organisés, qui ont fait de l'information, des réunions d'information et même des centaines de rencontres et de réunions hein, que fait Vent du Grimont, mais après, pas seulement, mais disons, voilà, c'est vraiment un travail, une aventure, un processus avec des personnes qui discutent, qui se rencontrent, qui font des choses ensemble. C'est aussi
des instruments qui se sont créés pour rendre possible l'acquisition d'une société avec une éolienne, parce que quand le développeur est venu toquer à la porte du maire de Chamols et qu'il lui a dit alors, est-ce que vous seriez d'accord pour un parc éolien chez vous? Et Jean-Louis, qui le dirait mieux que moi, puisque c'est lui qui l'a dit, il a dit bon, ben oui, mais on voudrait être dedans. Donc, autour, à travers de cette phrase, il y a tout, mais on ne sait pas vraiment qui c'est, et dedans, on ne sait pas non plus ce que c'est, parce que c'était il y a plus de 10 ans en arrière. Hein. Donc, du coup, on n'y est pas encore. Et à ce moment-là, on a été amené à créer, enfin déjà, à dire on voudrait au moins une éolienne. Et donc au moins, ça peut être plus qu'une. Et puis, il a fallu qu'on crée des instruments pour pouvoir acquérir ça. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a toute une partie romantique, mais aussi une partie qui est beaucoup plus gestionnaire, etc. Donc il a fallu créer une SEM et il a fallu créer une coopérative. Ces deux instruments qui sont maintenant à la disposition de citoyens ou de collectivités locales pour des autres projets et qui ont été créés à la faveur de Chamols. Et ensuite, on est passé à une acquisition en décembre 2018, parce que c'est à ce moment-là que l'acquisition de la société s'est faite. La machine ayant commencé à tourner, elle, en décembre 2017, c'est en décembre 2018, il a encore fallu un an pour le processus d'acquisition. Hein, vous pensez que quand on est dans des acquisitions qui correspondent à des sociétés de 4 à 5 millions d'euros, ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et quand on est dépositaire de l'argent des citoyens, on doit être en situation de se garantir, y compris sur une rentabilité qui pourrait être plus faible qu'attendue, et de telle sorte qu'on puisse être sécurisé là-dessus. Donc tout ça, ça demande du temps. Il faut trouver tous les processus pour y arriver et trouver l'accord avec le vendeur. Le vendeur, qui est la société Enercon, qui est la société qui a construit les éoliens, qui fait les turbines, qui fait les mâts, qui a fait la construction et qui était propriétaire des deux sociétés dont on a acheté une avec une éolienne. Voilà. Donc l'image suivante. Sur Juraskic en bref, donc c'est une coopérative régionale. Donc le mot Jura, il faut l'entendre au sens même plus large que le massif parce que ça inclut le Morvan. Enfin, je veux fâcher personne en disant que le Morvan appartient au Jura, mais c'est pour montrer que ça représente cet espace régional. Hein. Qui permet donc aux citoyens d'investir dans les énergies renouvelables sur des projets plutôt d'une taille un peu plus importante, par exemple, que celle dont avait parlé Jean-François Dugour avec la fruitière aux énergies il y a 2 ou 3 semaines. Donc, c'est 650 citoyens qui sont principalement engagés au travers de clubs d'investissement pour les énergies renouvelables citoyennes. On dit en abrégé CIRC, mais c'est quand même pas très beau comme acronyme, mais enfin, c'est plus court. Juraskic a environ 70 actionnaires. Les 41 clubs, chacun de ces clubs est actionnaire, parce qu'un club, c'est une division, j'en dirai un petit mot juste après. Et puis, il y a aussi des actionnaires privés et des actionnaires publics. Dans les actionnaires publics, ben, il y a la région, par exemple, qui est actionnaire de Juraskic et qui intervient aussi en soutien au fonctionnement d'amorçage de la coopérative. Et je veux dire que sans le soutien de la région, Juraskic n'aurait pas pu exister et n'existerait pas. Je ne dis pas juste ça parce que c'est la région qui organise et c'est pour cirer les pompes, parce que ce n'est pas tellement mon style, mais en tout cas, c'est un fait avéré. On a réuni 900 000 euros en capital et compte courant d'associés, donc soit des gens qui investissent dans la société, y compris les clubs qui investissent dans le capital, et puis ensuite les comptes courants d'associés quand on a besoin de fonds pour un projet en particulier. On a une équipe de 11 administrateurs et 2 salariés, donc 11 administrateurs qui sont
pour une partie non négligeable, on peut dire spécialisée, une expérience dans le domaine des énergies renouvelables, du point de vue technique, du point de vue gestion, du point de vue développement, etc. D'autres administrateurs qui ont plutôt une expérience dans l'économie sociale et solidaire, d'autres qui sont plutôt dans l'animation territoriale. Donc on a des administrateurs qui sont engagés, qui sont actifs, aussi des gens qui ont une expérience dans la gestion et le coaching d'entreprise, etc. Et deux salariés, une de Fiona de profil plutôt ingénieur, qui a fait tous ses travaux de recherche dans le domaine de l'éolien, et puis un autre salarié, Victor, plutôt sur le développement territorial, l'animation territoriale. Alors, nous sommes, cette société jurassique est copropriétaire ou co-actionnaire de l'éolienne citoyenne, donc c'était l'éolienne de 3 MW à Chamol. Nous sommes co-actionnaires à côté de la SEM Énergie Renouvelable Citoyenne qui a son siège à Lons-le-Saunier, à côté de la commune de Chamol, à côté de Énergie Partagée Investissement, donc une coopérative nationale, et RCISOL, qui est une autre coopérative située dans le territoire de Belfort. Et nous sommes aussi propriétaires d'une centrale solaire en toiture de 100 kW à Courland, à côté de Lons-le-Saunier. Ça, c'est vraiment en bref, parce que c'est toujours frustrant de n'en dire que si peu, mais en tout cas, voilà les points clés. Ensuite, maintenant, vers quoi on s'oriente? Christiane, tu peux passer à l'image suivante. Hein, voilà, donc on est pour l'instant engagé sur de nouveaux projets. Ça ne veut pas dire que tous les projets dont on parle ici, ce sont des projets qui vont se réaliser, parce qu'il y a une chose qui est sûre dans le domaine des projets d'énergie renouvelable, peut-être que plus qu'ailleurs, c'est que ça se passe très rarement comme prévu. Très rarement comme prévu, parce qu'en fait, on n'est pas les maîtres du temps, on n'est pas les maîtres des faits, et il y a beaucoup dans notre environnement des choses qui sont décidées et qui se produisent et dont nous ne sommes pas à l'origine, mais qui vont conditionner le fait qu'on va faire quelque chose. Par exemple, là, on va sans doute commencer cette année ou au tout début d'année prochaine, une toiture solaire de 300 kW crête sur un bâtiment municipal de la ville de Dole. Après un AMI, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un appel à manifestation d'intérêt, parce qu'une commune ne peut pas céder sa toiture sans faire un appel à concurrence. Et donc, elle doit publier un appel à concurrence, et donc on doit concourir, et si on concourt et que nous sommes retenus, ensuite nous avons droit à une convention d'occupation temporaire du domaine public et on peut construire. Mais pour vous donner un exemple, entre le moment où cet appel a été lancé et ce jour, il s'est déjà déroulé 18 mois. Hein, et donc, c'est des processus qui sont toujours relativement longs, surtout que le secteur public voilà, a ses propres procédures et qui prennent toujours beaucoup de temps. On est sur un projet de construction d'une centrale solaire au sol dans le Jura, sur un centre de stockage de déchets. Ça, j'ai mis partagé à côté parce qu'on ne ferait pas tout seul. Hein. Donc ça représente, c'est des projets globalement d'environ 2,5 millions d'euros. Hein. C'est à peu près pareil que le nombre de mégawatts. Hein. On a répondu à un ami qui est en cours actuellement pour une centrale solaire au sol de 20 mégawatts crête en Côte d'Or. Donc on a répondu là avec un développeur privé. Dans l'optique que la majorité soit citoyenne et collectivité locale. On développe une stratégie pour les toitures solaires entre 100 et 500 kW pour pas travailler au coup par coup, mais avoir vraiment une stratégie là-dessus et un partenariat bancaire qui nous permet d'être suivis par les banques, hein, parce que c'est quand même à chaque fois un sujet. Il y a 3 ou à 5
parcs éoliens qui sont ou en développement ou en fin de développement. Alors bien sûr, sur des sujets comme ça, quand il s'agit de 3, 4 ou 5 machines, forcément, c'est partagé, hein. C'est-à-dire que Jurassic ne peut pas se lancer tout seul dans l'acquisition de parcs éoliens qui coûtent 25 millions. C'est pas, on n'aurait pas les moyens. On travaille aussi sur l'accompagnement de territoires en transition énergétique. On veut dire par là que quand une collectivité a un projet éolien, par exemple, eh bien, ce qui est important, c'est de montrer que ce projet il s'inscrit dans une stratégie des communes et de l'intercommunalité, mais qui n'est pas juste comme ça une installation qui va venir se poser quelque part venant de nulle part. Et puis, on a aussi toute une activité de communication et d'animation autour de Chamol. On réfléchit, enfin, depuis un petit moment, mais ça va petit à petit progresser autour du projet qu'on a appelé nos céréales, citoyens, énergie renouvelable et acteurs locaux, pour faire, en se basant sur l'expérience de Chamol, eh bien, faire communication, animation, visite et un certain nombre d'activités autour de ça. Maintenant, je vais passer au suivant, Christiane. Ce sera le dernier avant les questions. Il y en a encore deux. Donc, j'ai parlé de club d'investissement qui est la base sur laquelle nous sommes assis. Donc, si on part des carrés du bas où il y a marqué club d'investissement à gauche, eh bien, ce sont des citoyens, 5 à 20 citoyens qui se réunissent dans une indivise. Ce n'est pas une association, c'est juste une indivision. La loi prévoit que c'est entre 5 et 20 personnes. Ensuite, ces clubs d'investissement, donc qui ont un gérant, un trésorier ou une gérante trésorière. Ensuite, ce sont ces clubs qui deviennent actionnaires de Jurassic. Et donc, il y a 620 citoyens, ou quelques unités près, qui ont chacun apporté 100 euros en capital. Et il y a 41 gérants et 41 trésoriers. Donc, ça veut dire que sur ce seul projet, il y a plus de 80 personnes qui sont en charge d'un bout de responsabilité dans le processus. C'est aussi notre envie, ça, qu'on puisse avoir une répartition de responsabilité, une forme d'arborescence et où il y a une activité, où être dedans, c'est être actif et pas juste passif, hein. Et puis ensuite, eh bien, donc, comme je l'indiquais, ces clubs d'investissement deviennent actionnaires de Jurassic aux côtés d'autres actionnaires, parce que dans les autres actionnaires, il y a un collège pour les entreprises privées, pour les particuliers qui veulent être actionnaires sans passer par club d'investissement, mais qui doivent mettre plus d'argent au départ, des collectivités locales, des associations, et puis les salariés, puisque c'est le principe des scopes, et donc une SCIC obéit au principe des scopes. Voilà. La suivante, donc ça c'est les clubs d'investissement, et la suivante, c'est comment ça se passe quand il faut, lever des fonds, parce qu'on ne va pas lever des fonds pour rien, et puis si on en a besoin, on doit les lever, donc bien sûr. Ça veut dire aussi que les clubs d'investissement, l'idée c'est qu'ils soient faits au maximum autour des projets. Voilà, on a plus de 80% des clubs d'investissement qui sont juste dans la Comcom autour de Chamol, la Comcom Cœur du Jura. Donc l'idée, c'est que les gens soient le plus proche possible des lieux, hein. Mais bon, on peut élargir. Il y a des lieux où il n'y a pas grand monde qui habite, hein, aussi, donc ça ne marche pas toujours comme ça, mais c'est quand même le fond. Et puis ensuite, quand on a des fonds, on dit voilà, à collecter, on dit voilà, on a besoin de 500 000 euros. On s'adresse aux associés, dont les clubs d'investissement. On leur dit combien vous voulez mettre. On cherche à réguler tout ça. Les clubs, les gérants et les trésoriers questionnent leurs membres, etc. Combien tu veux mettre, etc. Et puis, après, on essaie de réguler. Jusqu'à présent, on a dû réguler à la baisse parce qu'il y a toujours eu plus d'offres que de besoins. Quand on a demandé 500 000, il est venu presque 1 million. Et donc là, on a dû plutôt gérer la frustration que le manque d'enthousiasme. Et puis, on a un taux de rémunération en fonction des projets, parce que bien sûr, comme on émet on appelle des titres participatifs pour collecter ces sommes, eh bien, un titre prévoit un taux de rémunération et doit être conservé au moins 7 ans.
Donc, c'est notre modèle, hein, notre modèle pour l'instant, le modèle principal en tout cas, c'est sur lequel on a tout fondé jusqu'à présent. La suite, voilà, donc là, maintenant, c'est le moment des questions, discussions. Après, je laisse les animateurs pour savoir comment est-ce qu'ils vont faire, mais j'ai comme ça proposé trois questions, trois sujets de réflexion qui ne sont pas exhaustifs, mais qui sont juste comme ça pour peut-être des pistes, hein, sur donc les clubs d'investissement, comment en créer de nouveaux. Deux, petits projets versus grands projets, pourquoi, comment, hein, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs points de vue, plusieurs approches, plusieurs sensibilités sur le sujet. Il faudrait en faire beaucoup de petits, il faudrait en faire plutôt des grands et des petits, enfin, etc. C'est un sujet. Hein. Et puis, comment s'appuyer sur les expériences acquises pour faire des petits, parce que ce que j'ai dit sur la communication qu'on envisage autour de Chamol, et donc on aura prochainement un site internet spécial sur Chamol, comment s'appuyer sur les expériences acquises pour faire des petits, hein, parce que pour l'instant, il faut bien reconnaître que dans l'ensemble des investissements qui sont dans les énergies renouvelables électriques, hein, et puis dans les thermiques, c'est encore moins, c'est plutôt epsilonesque, hein, c'est-à-dire que voilà, euh, on expérimente, on avance, mais nous sommes encore très petits et on est encore loin d'avoir commencé à déplacer le curseur de façon significative entre des projets traditionnels vers des projets coopératifs dont on espère qu'ils deviendront traditionnels un jour, mais il y a encore du boulot. Merci pour cette présentation. Donc, je pense que là, l'idée, c'est qu'on se répartisse en sous-groupes. Christiane, ça sera bon pour toi? Alors, avant de se répartir en sous-groupes, par contre, évidemment, est-ce que vous avez des questions à poser ou des témoignages à apporter, peut-être? Jean-Pierre a levé la main. Jean-Pierre, oui, si tu veux activer ton micro. On n'entend pas? Non, on n'entend pas Jean-Pierre. Le micro est toujours... voilà. Voilà. Vous m'entendez? Ça y est. C'est bon. Je posais la question de la rémunération. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce qu'il y a déjà une rémunération des capitaux apportés par les coopérateurs? Alors, c'est un système qui fonctionne en chaîne. Hein. Nous qui sommes actionnaires de la société qui porte ce projet éolien, cette société qui s'appelle Sabine 2, nous avons reçu seulement avant-hier les intérêts qui ont été versés de la société Sabine 2 vers Jurassic. Et donc, nous allons procéder maintenant dans les semaines qui viennent, et j'espère qu'on finit à la fin septembre, parce qu'on va faire aussi notre assemblée générale le 19 septembre à Molin. C'est un samedi 19 septembre au matin à Molin, à côté de Chamol, parce que la salle de Chamol est prise, mais c'est pas très loin. Et donc, on espère qu'à ce moment-là, eh bien, on aura tous les éléments. On avait encore 2 ou 3 informations de nature fiscale à résoudre avant de pouvoir transférer les montants. Donc, en tout cas, cette année, ceux qui ont investi vont toucher pour le projet de Chamol, comme sur celui de Courland, 4% des sommes qu'ils ont investies. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Non, a priori. Muriel, moi j'ai une question. Sur dans les missions de Jurassic, j'ai vu qu'il y avait de l'animation territoriale. Est-ce qu'il y a des exemples de territoires qui ont été accompagnés par Jurassic Voilà, donc là, est-ce que c'est des communes, des intercommunalités? Voilà, donc là on a démarré quelque chose avec 2 communes du Jura.
sur lequel il y a un projet éolien. Donc on aurait déjà dû commencer, mais il y a eu, comme chacun le sait, des élections municipales et puis des délais supplémentaires. L'idée, hein, c'est faire en sorte, comme je l'indiquais, qu'un projet, ce ne soit pas juste des machines qui viennent s'installer quelque part, venues de nulle part, mais que la population soit bien impliquée dans des actions de transition énergétique chez elles, que les communes soient impliquées sur leur patrimoine, sur ce qu'elles peuvent faire, etc. Et donc de créer sur une zone, je dirais, un processus au terme duquel, si ce projet éolien devait voir le jour, il ne serait que le prolongement. Hein, donc c'est ça. Et pour ça, donc, on a défini un cadre de prestations qu'on propose aux communes. Et pour cet exemple-là en particulier, les communes vont recevoir le soutien de l'ADEME pour pouvoir contracter avec nous pour faire cette animation. Merci à l'ADEME. Et vous avez une articulation avec les démarches, la démarche étincelle, par exemple Ouais, avec toutes les structures qui existent sur le domaine. D'ailleurs, mon collègue de l'ADEME n'a pas manqué de nous poser toutes ces questions-là auxquelles nous avons répondu. Mais bien sûr, on est pas pour faire le boulot à la place de toutes les structures qui sont mises en place, parce qu'il y a aussi des chargés de mission qui existent dans les Comcom qui en charge ça. Hein. Il y a à la fois des associations qui ont des missions d'appui sur la rénovation énergétique ou des choses comme ça. Donc nous, notre travail, ça va plutôt être un travail qui va viser à catalyser tout ça sur un point focal spécifique, de telle sorte que on soit dans l'animation, un peu l'orchestration et la mobilisation de toutes ces capacités-là, hein, plutôt que de faire à la place. Donc, avec Étincelle et avec la structure qui le porte, Copawatt, on travaille ensemble, pas que dans le cadre d'Étincelle, mais on a même répondu à un appel à manifestation d'intérêt en commun récemment. Hein. Merci. Quelqu'un d'autre? Une autre question? Allez, je me lance. Allez, Alex. Bonjour Gérard, bonjour tout le monde. En fait, moi, c'était une question par rapport au type d'énergie renouvelable. L'éolien, on a l'impression que ça pose énormément de soucis, de crispation, d'acceptation. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à plutôt aller sur du solaire et à essayer de le diffuser de façon peut-être plus simple? Je pense à tout ce qui est grande surface de toit dans le Haut-Doubs, enfin bref. Est-ce que du coup, d'un point de vue acceptation et le fait de le développer plus vite, il n'y a pas une réflexion de ce type-là? Mettre un peu l'éolien de côté ou, Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Déjà, par rapport à la question des toits solaires, j'ai indiqué qu'on avait une stratégie de toits solaires. Hein. Notre idée, c'est pouvoir sortir 1 mégawatt par an. D'accord? Donc, si c'est des toits entre 100 et 500, ben, ça en fait 3-4. Hein. Donc, ce n'est pas tout à fait négligeable. Hein. Donc, ça, on est à fond pour. Hein. Au sol de la même façon. Et c'est vrai que dans le solaire, il y a moins de problèmes d'acceptation sociale. Et puis, les projets se font plus rapidement. Hein. Donc, bien sûr, ça ne nous échappe tellement pas que ça fait partie complètement de notre stratégie. Ensuite, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas faire des choses, mais c'est parce que c'est difficile qu'il faut les faire, parce qu'on en a besoin. Donc l'idée qu'il faudrait juste dire l'éolien c'est fini parce qu'il y a des oppositions qui sont extrêmement minoritaires, mais qui sont agissantes, alors que globalement, toutes les études montrent que l'assentiment de la population sur l'éolien est très large, et puis plus les gens habitent à côté des parcs, et puis plus ils sont pour. Donc une chose, c'est tenir compte de ce que pensent les gens localement. Une autre chose, c'est pas se faire abuser par des activistes. Voilà.
Et même, ce n'est pas la question d'acceptation sociale, j'ai utilisé le mot 2 fois, mais j'aime pas trop ça, c'est la question, c'est un désir de la société d'être un lieu de production d'énergie renouvelable. C'est à ça qu'il faut passer. Et ce qui s'est passé sur Chamol, c'était un désir social et pas une acceptation sociale. Je vais ajouter quelque chose qui est de l'ordre énergétique. Pardon? Je pourrais On vous entend pas ajouter, très bien. pour répondre à Alexandra, à savoir que l'éolien est complémentaire du photovoltaïque quant à la production saisonnière. Le photovoltaïque est surtout estival, l'éolien est surtout hivernal dans la majorité de sa production. Donc il y a un lissage dès lors qu'on prend les deux technologies. C'est frappant quand on pose les courbes l'une sur l'autre. Ce qu'on a fait dans la lettre numéro 12 de Jurassique. Est-ce qu'on prend une dernière question? Bon, alors, je pense qu'on est un peu juste en temps, Gérard, pour se diviser en sous-groupes. Alors, on va peut-être lancer les questions avec l'ensemble des participants. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, donc, il y a déjà une question, le point 2, on a commencé à parler un petit peu de ça, hein, sur un petit projet, grand projet. Hein. Pourquoi hein, peut-être qu'on peut approfondir un petit peu cette partie-là, et s'il y a des questions ou des témoignages sur cette approche et sur ces deux visions, hein, ben peut-être qu'on peut peut-être déjà solliciter des questions un petit peu sur le sujet ou des témoignages. Moi, j'avais une première question. En fait, le parc de Chamol, c'est un petit ou un grand projet? Je vais répondre, Gérard. Repose-toi. Vas-y. Donc, c'est 6 machines de 3 MW. Donc, ça dépend ce qu'on appelle grand ou petit. Mais est-ce que la grandeur d'un parc se mesure à sa puissance? Pas forcément. Il y a bien sûr ce côté physique, mais il y a le côté de tout ce qu'on a entraîné derrière. Et de ce côté-là, le parc de Chamol, oui, est un grand projet. Sinon, je voulais revenir moi, sur le point 1. Comment en créer de nouveau, comment créer des clubs. Le nerf de la guerre là-dedans, c'est pas de dire on va créer des clubs. Ça, on peut toujours rêver, on va créer des clubs. Ben oui, puis on va financer des énergies renouvelables. Mais s'il n'y a pas un projet qui est bien mûri sur le terrain, là, on va passer beaucoup de temps galérer pour pas avancer. Le moteur, c'est le projet. Et ce projet se construit sur le territoire. On a un territoire, on peut recenser un potentiel, soit d'hydraulique, de photovoltaïque, d'éolien ou de méthanisation, peu importe, mais c'est d'identifier un projet, de dire on a un potentiel, comment on va faire sur notre territoire pour essayer de construire quelque chose. Et c'est à partir de cette construction qu'après, vous allez pouvoir motiver des gens pour aller vers des créations de clubs. Mais pas l'inverse. On ne peut pas créer des clubs à partir de rien. C'est trop difficile. C'est possible, mais c'est trop difficile. Juste, parce que par rapport à est-ce que c'est un gros projet, un petit projet, hein, pour donner une idée, pour faire l'équivalent de la production d'une éolienne de Chamol, donc notre éolienne de Chamol, il faudrait 1800 toitures avec 20 mètres carrés et 3 kW. 1800. C'est-à-dire que c'est toujours par rapport à la question
est-ce qu'il vaut mieux produire ou comme ci ou comme ça? En fait, il faut les deux. Je pense que le temps est proche de nous où on n'imaginera plus de toit sans production énergétique. Hein, donc, il faut absolument faire ça. Et ça, c'est de plus en plus les personnes individuellement qui vont le faire parce que les coûts d'investissement aujourd'hui sont relativement faibles pour ça. C'est-à-dire que l'intérêt de pouvoir regrouper des investisseurs dispersés, c'est lié au volume à réunir. Mais quand aujourd'hui on peut faire une installation qui va coûter 10 000 ou 20 000 euros, pour lequel même on peut emprunter pour ça, réunir 50 personnes pour trouver 10 000 euros, le coût de gestion fait que globalement on va vite être épuisé. Donc en fait, il faut se rendre compte que l'évolution des technologies réduit tellement les prix que ce qui était vrai il y a encore quelques années sur le type il faut s'y mettre à plusieurs pour faire des projets par exemple photovoltaïques de taille petite ou petite moyenne ou comme ça, aujourd'hui ça a changé. Hein, cette centrale solaire que nous avons achetée à Courland de 100 kW, quand elle a été construite en 2011, on peut dire elle coûtait 650 000 euros. Aujourd'hui, on fait la même pour 80 000. Et donc, c'est en moins de 10 ans. Donc, c'est pour juste se rendre compte qu'aujourd'hui, faire une centrale de cet ordre-là, les besoins financiers que ça, dans la mesure où une banque, par exemple, va amener 80% dessus, bon, ça n'a juste rien à voir avec les besoins financiers qu'il y avait besoin à ce moment-là. Et donc, au fil du temps, et c'est souvent un sujet parce qu'il y a des gens qui se mettent dans le coup sur des projets et le temps que leur projet arrive à maturité, le calcul économique leur fait dire, compte tenu maintenant de la baisse des prix, des besoins qu'on a, bon, c'est pas sûr que ça va marcher comme ça. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Et Jean-François Dugourd de la Fruitière des Énergies, donc, où il disait que la Fruitière est actionnaire à Jurassic et Jurassic est actionnaire à la Fruitière, a raison de dire qu'il faut éviter de créer trop de structures qui vont se lancer là-dedans, parce qu'à chaque fois, une structure, elle a besoin d'un certain volume pour être autonome économiquement, pour être équilibrée. Entre le principe de réalité s'impose souvent et il prend peur, comme moi aussi, quand il entend dire on va aussi créer là une autre ski, une autre, etc. Bien sûr, il faut qu'il y ait des projets, mais il faut se dire que derrière une société, il y a énormément de boulot, de tâches, de gestion, de tâches juridiques, de tâches de comptabilité. On est dans un espèce de monstre administratif et dans un domaine qui a très peu de jurisprudence parce que le droit n'a pas été écrit pour répondre aux problèmes qu'on a à résoudre aujourd'hui. Le droit a été écrit pour des projets qui se déroulaient avant, dans tous les domaines. Et donc, comme on est dans un domaine de l'énergie qui évolue extrêmement vite, le droit ne rattrape pas ça. On a par exemple la loi de transition énergétique qui dit qu'une commune peut investir dans des projets d'énergie renouvelable sur son territoire ou dans les territoires qui sont situés en proximité, mais dans la réalité, une commune ne peut pas y consacrer plus de 5% de ses recettes de fonctionnement. Alors, je ne vous dis pas, c'est une commune de 100 habitants, 5% des recettes de fonctionnement, ce que ça représente, et puis ne peut pas apporter les fonds pour plus que 4 ans. Donc, ça veut dire que la loi l'autorise, mais la réalité l'interdit. Voilà, donc on est dans des situations comme ça. Donc, à chaque fois, on est aussi en situation d'essayer de faire bouger un petit peu les limites pour que le législateur se rende compte, quand il ne l'a pas fait exprès pour que ça ne se réalise pas, dans son administration notamment, pour que le législateur se rende compte qu'il y a des évolutions législatives à avoir. Pour un projet de 100 kW, c'est-à-dire quand même un projet qui ne représente pas une grande surface, globalement 300 mètres carrés, disons comme ça, il faut quand même jusqu'à présent passer par un appel d'offres à la Commission de régulation de l'énergie.
hein. Maintenant, le seuil va être déplacé à 500. Mais le temps qui est l'avis de la Commission européenne, qui est l'arrêté, etc., ça va prendre 1 an. Et pendant 1 an, ben, il y aura une espèce de flou. Ça va être... Donc on est dans une situation comme ça. Et c'est pas une... Disons que, je le dis d'expérience, parce que même si j'étais familiarisé avec les questions énergétiques, je n'étais pas du tout familiarisé avec la question, je dirais, industrielle, hein, économico-industrielle, hein, de projets énergétiques. Derrière l'apparence sur laquelle on communique, il y a du back-office en quantité très importante. Nous. Hein? Ah, c'est nous-mêmes. C'est pour dire qu'il reste plus que 5 minutes. Plus que 5 minutes. Moi, j'avais une petite question à poser au nouveau maire de Chamols, donc, qui on a la chance de rencontrer pour la première fois aujourd'hui, à savoir comment vous, pour vous, ce parc éolien donc, qui est sur votre commune, voilà, vous habitez à Chamols, j'imagine, depuis déjà un certain temps. Ou, comment est-ce que vous appropriez ce projet-là, et est-ce que vous en avez une certaine fierté de prendre le flambeau après Jean-Louis? Oui, donc moi, ça fait pas très très longtemps hein, que je suis sur la commune de Chamols, donc ça fait même pas. Je suis installé depuis moins d'1 an, donc voilà, je suis assez récemment sur la commune. Mais oui, c'est un très très joli projet qui amène quand même tout le village derrière. On a beaucoup de personnes qui sont présentes, qui en parlent positivement. Ouais, pour moi, c'est quelque chose un très très joli projet qui nous permet d'avancer aussi, qui nous permet d'avancer, d'avoir d'autres projets derrière, etc. Et pour moi, c'est vraiment un très très joli projet. Je suis même très très fier de reprendre ce flambeau parce que c'est pas évident après, Monsieur Dufour. Voilà, parce que voilà. Mais non, pour moi, oui, c'est vraiment très très bien. Voilà. Il faut être rassuré parce qu'il y a très peu d'années, ni les uns ni les autres qui discutons autour de la table aujourd'hui ne connaissaient quoi que ce soit au sujet. Donc, c'est la base. Hein. On apprend à l'épreuve. Moi, du coup, je rebondirais bien sur ce témoignage pour reprendre la question que vous aviez posée, la troisième, là, comment s'appuyer sur les expériences acquises pour faire des petits, parce que vous avez déjà avancé sur cette question-là, Gérard. Vous en êtes où aujourd'hui de votre réflexion, justement? Est-ce que vous avez déjà lancé des idées, voire des projets? Alors, en tout cas, donc là-dessus, ce qu'on voudrait faire, d'ailleurs, on a eu une réunion des actionnaires de la société Sabine 2 de notre éolienne ce matin, hein, où on a décidé qu'on allait démarrer des éléments de base, c'est-à-dire un site internet dédié à Chamols, puis une plaquette d'information, pour que les gens puissent repartir de là avec quelques infos de base. Donc ça va être notre cœur notre base principale. On va travailler, on va réaliser, on peut le faire dans le cadre du Festival des solutions, qui vont peut-être réapparaître là prochainement, le Festival des solutions lancé par la région, réaliser des vidéos de témoignages d'une vingtaine de personnes qui se sont impliquées dedans pour témoigner, des petites vidéos de genre brut, hein, sous-titrées, des vidéos carrées de 1 minute 30. Hein. Donc on aura un afficheur sur la production qui va nous permettre, avec un QR code et puis aussi depuis le site internet, de connaître les données de production de l'éolienne. Donc on va travailler, on a une réunion la semaine prochaine pour travailler à la structuration d'une offre de visite, c'est-à-dire pas être en situation d'organiser des visites juste quand quelqu'un téléphone sur le mode « j'aimerais bien venir avec un groupe », mais être en situation d'avoir une offre structurée pour différentes catégories, pour des élus, pour des élèves, pour des groupes d'éducation populaire, etc., qu'on puisse avoir une offre structurée avec
le socle de base, c'est les documents de communication qu'on va réaliser et qu'on va continuer à faire. Et puis ensuite, une partie à la fois professionnalisée, puis une partie de bénévolat, parce que c'est important de conserver, d'avoir toute cette dimension citoyenne. Et en fait, on ne parle bien du sujet que quand on connaît l'âme du projet. Bien sûr. On a aussi l'idée mais voilà, de créer d'initier, ou je ne sais pas, d'animer un club de maires renouvelables. Alors, ça fait rigoler maintenant parce que les maires sont renouvelables, mais combien ils vont être parce que finalement, les maires sont tous aux prises avec les mêmes sujets quand ils ont un projet renouvelable chez eux. Or, il nous semble qu'il n'y a pas assez de fluidité dans les échanges d'informations horizontaux entre eux. Ça se fait au coup par coup, mais ce n'est pas suffisamment structuré et donc pas suffisamment productif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Mais nous, on va faire ça, on peut être les petites mains qui vont faire ça, mais les petites mains ne pourront le faire qu'avec des moyens que l'on pourra obtenir pour ça. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, sachant que le café touche à sa fin? Est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir? Sinon, voilà, on souhaitait que vous nous partagiez, soit via le chat, soit oralement, ce que vous avez retenu, appris aujourd'hui dans ce café chez un pote. Bon, ben, c'est le signal de la fin. Oui, c'est une façon de témoigner. Moi, j'ai retenu quand même que le nouveau maire de Chamol reprend le flambeau avec enthousiasme et que ça, c'est quand même déjà une expérience qui fait des petits finalement. C'est la première expérience qui fait des petits parce qu'elle continue. Et ça, je trouve que c'est déjà une victoire. Et l'ancien maire n'est pas mort pour autant. Exactement, oui. On le voit, on le voit. Votre réaction? Moi, juste une petite réaction sur l'activité que localement ça crée. Et je trouve ça assez formidable qu'au-delà de la production même d'énergie, en fait, et voilà, tout ce que ça a créé pendant la création du projet, mais c'est aujourd'hui tout ce que ça permet de créer en termes d'émulation, de vie sociale et puis probablement aussi d'autres activités économiques quand j'entends qu'il va y avoir des visites. Voilà, l'opportunité pour ouvrir un café, un restaurant, je ne sais pas. Être en relation avec, comme coopérateur, la coopérative de Plane, qui a un magasin. La coopérative, c'est le magasin du village, qui plus est une licence 4, et faire des poids là-bas. Ça fait partie, et l'agriculteur qui préside la COP, Christophe Defer, c'est lui qui fauche en dessous les éoliennes. Enfin, il n'est pas le seul, mais lui, il le fait aussi. Il peut aussi porter des moyens que l'éolien n'a pas d'incidence négative sur la peau. Alors, à quand un distributeur de comté au pied des éoliennes? C'est du comté qui est déjà allé dans l'espace. Donc, c'est le seul comté, enfin, bien sûr, forcément, qui a été dans l'espace avec Thierry Pesquet. Donc, il est connu. D'autres interventions pour finir? R. Chaillon, non, c'était pas... Bon. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir
conclure. Donc, je vous rappelle les prochains rendez-vous du réseau des potes. Donc, un webinaire d'accueil des nouveaux potes demain de 13h45 à 15h et le 9 juillet, sur le même horaire que les cafés potes, on retrouve le groupe qu'on a appelé les testeurs leaders. Donc, il y a un groupe de potes qui réfléchit à définir la stratégie du réseau et accompagne l'équipe d'animation pour co-construire le programme d'animation du réseau. Mais je vous remercie beaucoup, Gérard. Si vous voulez dire un mot de la fin, peut-être. Merci, ça m'a fait plaisir de faire ça. Ça a été une occasion de plus de nous faire connaître et de participer à faire des petits. Et donc, voilà, moi, je suis très content de faire ça. J'aime bien faire ça. Bon, voilà. À refaire alors, sachant que donc, le café est enregistré et sera diffusé sur la plateforme et sur d'autres sites. Je vous renverrai le lien. Mais merci à tous d'avoir participé et puis rendez-vous, on ne sait pas quand encore, pour un prochain café chez un pote. Si vous êtes volontaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis on diffusera rapidement la suite du programme. Bon après-midi. Voilà, merci à tout le monde. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.